Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur SES Imago Tag? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, j'ai déjà eu à mentionner cette compagnie ici il y a quelques temps. Donc, à cette période-là, en fait, ce n'est pas une compagnie qui nous intéressait. Donc, on trouvait que le prix était un peu exagéré par rapport au potentiel, même si on prenait en considération le potentiel de croissance. Ok, j'avoue également que c'était l'évaluation que je faisais sur cette compagnie. Je suis assez conservateur de nature. Une compagnie de croissance, d'accord, je préfère l'acheter à un prix qui n'implique pas la croissance. Et encore, il faut que cette compagnie-là ait des marges assez respectables. Ok, est-ce que c'est le cas de SES? Je vous dirais directement non. Donc la vidéo actuelle est complémentaire de la vidéo par rapport à enfin, c'est un complément de la vidéo précédente. Sauf qu'en date d'aujourd'hui, on va essayer d'être un tout petit peu optimiste. Parce qu'ici, sur SES Imagotag, il faut guesstimer les choses. Ce n'est pas une entreprise qui gagne de l'argent en date d'aujourd'hui. Et ça peut être volontaire. Parce que vous allez voir ici, la croissance est élevée. Les marges brutes sont de moins en moins élevées. Ça veut dire qu'on sacrifie les marges pour générer de la croissance. Peut-être maintenant avec pour ambition d'augmenter les marges plus tard, quand on aura déjà capté les clients. Ça reste une stratégie ici. Mais cette stratégie-là, c'est à double tranchant. Okay, dans le sens où pendant que l'entreprise sacrifie ses marges ici, elle a besoin de s'autofinancer et elle a besoin de dépenser énormément en capital. Or, vu qu'elle ne s'autofinance pas, donc elle n'a pas d'operating cash flow, techniquement, elle va émettre de nouvelles actions ici afin de pouvoir le faire. Donc, vous allez être dilué de plus en plus et vous êtes dilué même sans que l'entreprise ne rapporte de l'argent. Bref, il faut estimer les choses ici et il faut vraiment avoir confiance au management de cette compagnie. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici aujourd'hui? Je vais prendre en considération ce qui est attendu en 2024 ici par rapport aux différentes estimations. On voit ici que les analystes, d'accord, et déjà, ça ne sert à rien d'aller regarder est-ce que les analystes ont tendance à avoir raison sur cette compagnie-ci quand on regarde les adjusted earnings euh, que du rouge. Ok, donc c'est une compagnie qui n'est pas facile à voir. Elle n'est pas, c'est pas une compagnie qui a des bénéfices ou des revenus stables ici. Elle n'est pas facile à analyser, d'accord. So, quand on va lire les rapports, elle est imprévisible également, donc c'est un peu compliqué. Donc, je pourrais également marquer que SES Imago Tag de cette période n'est peut-être pas la même d'aujourd'hui, d'accord? C'est peut-être une stratégie différente, etc. Alors, qu'est-ce que ça donne? En date d'aujourd'hui, les analystes s'attendent à voir du 8,68 € en 2025. OK? On avait vérifié ici la dernière fois, ce n'est pas une entreprise qui a de la dette. OK? Quand on va aller regarder ici la dette nette ici, au niveau de zone bourse, elle n'a pas de dette. OK? Elle n'a pas de dette, c'est totalement parfait. Mais également, vous devez constater une chose ici. Elle n'a pas de dette et elle n'a pas de free cash flow non plus. Donc, elle ne dégage pas d'argent également. OK? Donc, quand je vais aller regarder sur Fastgraft, vu que l'entreprise ici n'a pas de dette et qu'elle semble avoir une certaine croissance, quel est le PER que je pourrais judicieusement payer pour ce genre d'entité? Je rappelle ici qu'il est important de savoir dans quel genre de secteur d'activité on exerce. Ici, c'est Electronic Equipment and Instrument. OK. Donc, c'est essentiellement technologie slash hardware. OK. Maintenant, slash hardware, est-ce que c'est des abonnements? Est-ce que ce sont des commandes? Donc, il faut déjà aller voir à ce niveau-là. Si c'est des abonnements ici, c'est une bonne chose. Les marges auront tendance à être plus élevées. Mais si c'est du hardware, voilà, dans toute sa splendeur, on va le dire comme ça, voilà, c'est un secteur d'activité qui n'a pas généralement des marges, enfin, qui n'a pas des marges assez élevées. Enfin, quand je dis des marges assez élevées, c'est-à-dire que ce n'est pas le genre d'entreprise que je vais payer à plus de 17 fois les bénéfices. Et je rappelle qu'un PER ici, ça reste un rendement. Donc, quand je dis 17 fois les bénéfices, on est à peu près à du 6%, 5% par là. Donc, vous faites 100 divisé par, on fait 100 divisé par 17. OK, ça vous donne à peu près 5,88%. Et je ne le prends pas juste en sortant de mon chapeau, non. Quand je vais regarder un tout petit peu ici, secteur technologie, hardware, Europe, d'accord, on me donne un ensemble d'entreprises ici, une liste d'entreprises. Donc, dans cette liste d'entreprises-là, je peux voir ici que depuis 2006, c'est une entreprise qui est un secteur qui s'échange à peu près à des PER aux alentours de, vous voyez, 15, 17 fois les bénéfices. OK, à vue d'œil. D'accord, 15 à 17 fois les bénéfices par là, et de préférence même 15. OK, et quand vous prenez ici les price to sales, donc techniquement, si on prend valeur d'entreprise sur le revenu ici, voilà, c'est l'équivalent ici à price to sales quand on prend en considération la dette. Vous allez remarquer qu'on s'échange vraiment une fois les revenus. OK, une fois les revenus, ça veut dire quoi? Quand je vais prendre mes rapports financiers à ce niveau-ci, la première méthode d'évaluation que je vais utiliser, c'est la valeur d'entreprise sur le revenu.
Alors, ou bien la valeur d'entreprise sur le chiffre d'affaires. Qu'est-ce que ça va me donner? Donc, je viens là. Est-ce que c'est une information que que Zone Bourse me donne? Oui. La moyenne, je cherche une valeur d'entreprise sur le revenu de 1. OK? Je n'achèterai pas cette entreprise-ci à une valeur d'entreprise sur le revenu supérieure à 1 parce que généralement, dans son industrie, d'accord, elle s'échange jamais, c'est un secteur qui s'échange jamais une fois les revenus. Mais attention, vous pouvez également prendre en compte, si vous prenez en considération ici la moyenne de l'entreprise, vous allez voir ici que l'entreprise en elle-même ici, elle a une valeur, elle s'échange jamais une valeur d'entreprise sur le revenu aux alentours de 2. D'accord? Donc, quand vous allez prendre le ratio sur Coifin, vous allez voir Enterprise Value to Sales, on met la médiane et vous allez constater que c'est une entreprise qui change à une valeur d'entreprise sur le revenu aux alentours de 2. Est-ce que c'est ce que je vais donc payer? Parce qu'il faut vous dire une chose, c'est une compagnie qui ne rapporte pas d'argent. OK? C'est vrai qu'à une certaine période, c'était le cas. Aujourd'hui, elle ne rapporte pas d'argent. Ça peut être également, comme je l'ai dit, c'est la stratégie du management. Donc, si on est trop optimiste, on prendra valeur d'entreprise sur le revenu de 2. D'accord? Mais ça, quand vous prenez valeur d'entreprise sur le revenu de 2, c'est en vous disant ceci, implicitement, cette compagnie puisse revenir à des marges, d'accord? Des marges disons, de bénéfices nets qu'elle a connus par le passé. Donc, quand je dis les marges ici aux alentours, je prends ici une certaine médiane. OK, on va faire simple ici, encore que ce n'est pas... Voilà, disons qu'on revient à des marges à peu près aux alentours de 5% par là, auquel on pourrait justifier une valeur d'entreprise sur le revenu de 2. Et même ça, je ne suis même pas assez à l'aise avec ça. Donc, première hypothèse, valeur d'entreprise sur le revenu de 1. Et pour ça, je vais me baser également sur le revenu attendu, disons, allons en année 2025. OK, on a l'estimation ici, enfin, disons 2024 pour commencer. On s'attend à des revenus de combien en 2024? On s'attend à des revenus ici, des revenus, où est-ce que le chiffre d'affaires ici, où est-ce qu'on l'a? Tac, tac, tac. Voilà, on s'attend à des revenus ici en 2024 de 1 milliard 67 millions. Valeur d'entreprise sur le revenu de 1, ça veut dire que l'entreprise, on va l'acheter ici avec une capitalisation boursière ici de une valeur d'équité ici aux alentours de 1 milliard 67 millions. Donc, ça dit que par rapport au nombre d'actions actuelles, 1 milliard 67 millions ici, donc on fait 1,067 divisé par le nombre d'actions actuellement. Et je rappelle que le nombre d'actions a tendance à augmenter. On a à peu près 15 millions 750. Donc 15 millions, à peu près 750, c'est ça? 750. Donc ça donne à peu près une valorisation aux alentours des 67-68 euros l'action. À une fois les revenus. OK? Et les revenus attendus en quelle période? En 2024. Et nous n'avons pas encore terminé l'année 2023. OK? Ça, c'est la première hypothèse. Maintenant, si le marché paye une valeur d'entreprise sur le revenu de 2, vous allez juste multiplier ça par 2. Ça revient à combien? 135 dollars à l'action. Donc, on se dit que, oh, elle est sous-évaluée ici. Mais attention, vous devez également vous garder une certaine marge de sécurité. Donc, c'est assez prétentieux d'utiliser la valeur d'entreprise sur le revenu. Je préfère prendre la valeur d'entreprise sur le revenu de tout le secteur d'activité, d'accord, sur une longue période de temps. Et ici, c'est 1. Donc, je ne paierai pas plus que 67 euros ici si je suis trop optimiste sur cette compagnie. Première hypothèse. Ça, c'est la première méthode d'évaluation. La seconde méthode d'évaluation va prendre en considération les bénéfices nets attendus. Voilà, quand on va prendre ici, on s'attend ici à des bénéfices nets ici, disons, voilà, à quel niveau? Un BNA ici, un résultat net ici aux alentours de 86 ou 87 millions ici, d'ici 2024. 87 millions. Maintenant, quel est le PER que je vais prendre pour cette compagnie-ci? C'est une compagnie qui est en croissance. Certes, le PER sera assez élevé. Donc ici, quand on regarde son industrie, ici, on s'échange à des PER de 15, 17 fois les bénéfices. Je vais prendre 17 fois les bénéfices. Je vais prendre 17 fois les bénéfices. Et encore, on pourrait même aller jusqu'à 20 fois les bénéfices parce que si la croissance est élevée dans le futur et que les marges sont également élevées, parce qu'ici, quand on regarde bien, on a ici en 2024, quand on prend en considération les bénéfices nets attendus, ça nous donne ici des marges aux alentours à vue d'œil de 8,13%. Ce qui pourrait justifier, allons même prendre 20 fois les bénéfices. Ça revient ici à 5% de rendement, je rappelle. OK? 20 fois les bénéfices multiplié par 8, 6, 1, 7. Vu qu'il n'y a pas de dette nette ici, enfin, en date d'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, on va vérifier. On n'a pas de dette nette en date d'aujourd'hui. On sera une valorisation aux alentours de 1 milliard 734 millions. D'accord? Et si on regarde 1 milliard 734 millions par rapport à ce qu'on a en date d'aujourd'hui, on se rend compte qu'on est presque, voilà, la valorisation actuelle est presque correcte. D'accord? Ça prend en considération à peu près cette croissance. Donc, on paye déjà
pour les bénéfices nets attendus en 2024. On n'a pas de marge de sécurité. Idéalement, pour ce genre d'entité-ci, je veux une marge de sécurité d'au moins 40%. Donc, si je veux à peu près une marge de sécurité d'au moins 40%, c'est simple. Je vais juste multiplier ici par 0,6. Je n'ai pas dit 60%, c'est 40%. Donc, 40% ici de 109 millions, de 60%, quand je dis marge de sécurité de 40%, donc je vais acheter cette compagnie, c'est avec une décote de 40%. Si j'ai une décote de 40%, c'est-à-dire que le prix que je dois payer ici, c'est 0,6 de ce montant-ci, donc à peu près 109, on était à combien? À 109 ici fois 0,6, ça revient ici à peu près à 65 euros l'action. Donc on retombe en cause alentour des 67 euros l'action. Donc maintenant, qu'est-ce que moi je pense par rapport à cette compagnie en date d'aujourd'hui? Je vous dirais c'est la même chose que précédemment. Je préfère attendre quand elle va au moins s'autofinancer. Parce qu'entre-temps, ça reste une prévision ici. Et l'entreprise n'a pas encore prouvé, en tout cas sur les 5 dernières années, qu'elle avait les capacités de pouvoir maintenir ces marges-là à 8%. On recherche avant tout la stabilité. On ne veut pas une entreprise qui nous promet gagner telle somme à telle période. OK, si c'est le cas, il faut l'acheter en date d'aujourd'hui à un prix qui pourrait impliquer toute éventualité, une éventualité comme quoi, voilà, cette situation-là pourrait ne pas se réaliser. Par exemple, enfin, on va se dire ceci. Écoutez, le 86 millions ici, il est possible. OK? Ça prend 20 fois les bénéfices si tout se passe bien. D'accord? Mais pour se protéger, il vaut mieux l'acheter déjà à un prix qui n'implique aucune croissance supplémentaire. D'accord? Déjà, si valeur d'entreprise sur le revenu ici, à 67 dollars l'action, ça peut être assez intéressant à aller regarder. OK? Mais si vous voulez mon avis ici, comme la dernière fois, je laissais cette compagnie tranquille. D'accord? Il faut la laisser tranquille. Laissez-la mûrir. De toutes les façons, elle vous proposera une opportunité d'investissement tôt ou tard. C'est la même chose avec les Meta, c'est la même chose avec les Google, les Apple, les Amazon, les LVMH. Tôt ou tard, elles finissent par vous présenter des opportunités d'investissement. Ça ne sert à rien de courir après le next big thing parce que je veux voir, il y a de la croissance, etc. Mais là, on ne sait pas si ça va fonctionner. Parce que par le passé, on voit ici que voilà, elle n'a pas un passif qui parle qui parle pour elle. D'accord? Ça peut également être une entreprise en pleine transformation. C'est pour ça que je dis, avant d'investir dans cette compagnie, il faut vraiment faire confiance au management. Moi, je ne serais pas prêt à payer ce prix-là. Et encore, il faut regarder la taille du marché. Si on a peut-être une taille de marché ici de 20 milliards et qu'on n'a que des revenus d'1 milliard d'ici 2024 et qu'on est leader dans le secteur, on peut se dire que, on aura peut-être quelque chose d'assez élevé. Donc, il faut regarder tout ça ensemble. Il faut également regarder qui est-ce qu'on a comme compétiteurs. Est-ce que nos compétiteurs ont déjà des marges assez élevées? Ou bien, quel est le niveau des marges de nos compétiteurs ici? Donc, ça peut être également des éléments de réflexion. Mais voilà, si vous voulez, comme je disais, si vous voulez mon avis ici pour cette compagnie, laissez-la mûrir tranquillement. Ce pas des opportunités qui manquent. Ce pas de belles entreprises qui manquent. Laissez SES voilà, mûrir tranquillement et on va peut-être y revenir plus tard. Ça ne sera pas plus grave si voilà, on se rend compte qu'on s'était très sous-évalué en date d'aujourd'hui. C'est pas grave. C'est pas grave parce que avec cette entreprise en portefeuille, je ne sais pas si on peut dormir sur ses deux oreilles. En tout cas, moi je peux pas dormir sur mes deux oreilles avec ce genre d'entreprise là parce que voilà, je sais que tôt ou tard je peux être dilué. Il y a beaucoup de choses qui pourraient ne pas bien se passer dans le futur, même si on signe des clients, etc. Non, moi c'est le cash qui m'intéresse présentement. Ok, au moins l'autofinancement. Bref. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.